Salut à toutes et tous, c'est Yacine. Comme d'hab, je reçois un rêveur. On parle de quel marché? Alors, on parle du marché du funéraire. Je vais être dirigeant d'une entreprise où je ne pourrais pas mettre l'humain de côté. Quand j'ai créé plus de 80 emplois, tu ne fais pas 2 fois des obsèques. Tu meurs qu'une fois. Est-ce que l'humain dans l'industrie du post-mortem, est-ce que ça a une place différente que peut-être dans tes autres expériences? Parce que l'humain, il est indispensable. Tu ne crées pas quelque chose tout seul. Un grand merci Alexis. Salut à toutes et tous, c'est Yacine. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour au studio. Et aujourd'hui, comme d'hab, je reçois un rêveur. Par contre, il a pris quelques années, je crois, 17 ans avant d'y arriver. Est-ce que ça te définit, Alexis, ou pas? Je pense que c'est une bonne définition de ce que j'ai toujours voulu entreprendre ou faire. Et que oui, j'ai pris le temps de le faire, ça c'est sûr. 17 ans. Explique-nous le rêve duquel on parle. Pourquoi on dit qu'aujourd'hui, tu l'as accompli 17 ans après? Et je t'emmerde, mais c'est pas long, 17 ans. Il n'y a pas un moyen de faire. Il n'y a pas des shortcuts quand tu revois ton parcours. On va en parler un petit peu ensemble. En fait, j'ai toujours voulu faire ce que je fais aujourd'hui. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? En fait, je suis président de ma société, j'ai entrepris. Et toi, en 2000, quand je suis sorti de l'école, j'avais 23 ans, 22, 23 ans. Je savais ce que je voulais faire, mais je savais une autre certitude, c'est que j'étais incapable de le faire à 23 ans. Donc, toutes tes décisions, c'était pour combler cette ambition versus peut-être cette confiance en toi, cette légitimité à y aller? Oui, puis c'était... moi, je suis comme ça, en fait. Quand j'y vais, il faut que comme tu dis, je me sente en confiance, mais il faut que je me dise, est-ce que j'ai tous les atouts de mon côté? Est-ce que je suis prêt? J'avais pas envie de repartir de la formation, etc. Moi, j'avais envie d'aller voir le terrain, j'avais envie de vraiment de vivre une expérience parce que j'avais besoin de ça. Mais je savais que à un moment donné ou à un autre, j'entreprendrais. Je deviendrais dirigeant d'une entreprise parce que c'était mon rêve. C'est ce que je voulais faire professionnellement. On dit toujours, il faut que tu crées ton parcours professionnel, etc. Moi, il était écrit. Ce que je ne savais pas à 23 ans, c'était quand. Donc après, maintenant, je le sais. Ça m'a pris 17 ans pour le faire. Mais j'ai pris le temps de faire ce que je voulais faire et surtout comment je voulais le faire. Alors, je ne sais pas si on parle de regret ou de remords, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis que sur ces 17 ans, il y a des moments où tu as été malheureux et en fait, tu aurais dû le faire beaucoup plus rapidement ou pas du tout, tu as pris du plaisir tout le long et tu ne changerais rien au monde? Je vais te dire que je n'ai pas de regret parce que je ne me suis jamais posé la question. En fait, Alors, je suis là pour ça, Alexis. C'est moi l'interview. Non, je rigole. Vas-y, dis-moi. Non, mais je me suis jamais posé la question. En fait, je pense que j'ai pris le temps de faire les choses. J'avais besoin de comprendre un certain nombre de choses dans une entreprise. Quand quelqu'un me demande pourquoi, etc., et comment ça se fait, je dis, une entreprise, c'est compliqué. Tu as des RH, tu as de la finance, tu as du commerce, de la supply chain. Tu as tellement de trucs à savoir dans une entreprise. À 23 ans, quand tu sors d'une école d'ingénieur, même la plus prestigieuse, ou même si tu es excellent, tu ne connais pas tout ça. Et moi, j'avais besoin, pour me dire que je puisse réussir et surtout d'être à l'aise. Parce que l'important de le faire, c'est pas de le faire, c'est de bien le vivre. Et moi, je le vis bien, mais parce que je pense que j'ai pris le temps. Et le jour où je me suis lancé, j'avais pas de doute, en fait. Je cochais toutes les cases que je m'étais mises en face de moi, me dire ça, il faut que je le sache, ça, il faut que je le sache. Après, tu continues à apprendre des choses. Et heureusement, parce que quand on est entrepreneur, une des choses qu'on aime, c'est apprendre. Il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite. Mais il faut tu les l'as bases. vu, ce déclic? Tu vois, tu l'as vu, toutes les bases remplies, elles étaient notées sur un papier. Et un jour, tu as dit, OK, c'est bon? Ou non, c'est plus des expériences. C'est un peu plus subtil que fait... ça. Mais je dirais qu'il y a quelqu'un pour moi qui m'a dit, c'est bon, tu es prêt. Après, je me doutais que j'étais prêt. Mais de toute façon, tu as quand même cette adrénaline. Le jour où tu passes le cut, où tu passes effectivement cette barrière où tu n'es plus accompagné par quelqu'un. Par exemple, avant, moi, j'étais uniquement directeur général. Donc, j'avais quelqu'un qui était au-dessus de moi, qui était l'ancien dirigeant. Et le jour où tu passes au-dessus, maintenant, tu es toi le dirigeant, tu n'as plus personne au-dessus. Donc, c'est toi qui décides. Ouais, tu as une adrénaline. Mais en même temps, j'étais tellement heureux ce jour-là. Je l'ai hyper bien vécu et j'étais l'homme le plus heureux du monde, quoi. J'étais arrivé à ce que je voulais faire. Après, j'ai plein d'autres ambitions. Mais cette première étape, pour moi, elle était cruciale, quoi. Ben on va parler de ces ambitions, on va parler de ce que tu as fait, on va parler de ce déclic. Tu as mentionné une personne, je ne souhaite pas creuser encore, mais on va revenir là-dessus. Avant de même te présenter, mine de rien, parce qu'on est déjà plus dans toi que dans ta boîte ou autre, je veux juste comprendre une chose. Ce virus entrepreneurial, à 23 ans, tu te dis ça, mais il est né quand? Et c'est quoi ta vision de ce que c'est à l'époque? Et commence pas à me dire que tu sais déjà ce que c'est RH et URSAF. C'est impossible. Ou alors tu es vraiment bien trop mature pour la moyenne. Je pense que c'est quelque chose que... en fait, j'avais envie de le faire. Je l'avais en moi. Je me dis, à un moment donné, je veux être entrepreneur. La seule truc que je ne savais pas, et c'est ce truc que je parle de truc, en
fait, je ne savais pas ce que ça voulait dire être entrepreneur. Donc, j'avais envie de monter mon projet, de créer une entreprise à mon image, comme je le voulais. Et en fait, à 22 ans, 23 ans, tu ne sais pas. Et tu sais pas ça, en fait. Enfin, moi, je ne le savais pas, en tout cas. Okay. Et, par contre, j'avais une vision de l'entreprise que j'aimerais avoir. Donc, comment je voudrais me lever le matin, comment serait mon bureau, comment la relation avec mes collaborateurs devrait être, etc. En fait, tout ça, je l'avais imaginé dans ma tête. Je me dis, bah, tiens, un jour, j'aimerais bien avoir ça. Alors après, le cadre, le contexte, le marché, j'avais absolument aucune idée. Mais en tout cas, de ce que je voulais vivre en termes de personnes, voilà, bah, c'était écrit dans ma tête. Et ce qui est bien, c'est que quand tu deviens entrepreneur et quand tu réussis à aller jusqu'à ce stade-là, bah, tu exécutes en fait ce que tu as toujours imaginé dans ton rêve, de te lever le matin, de dire je vais aller au bureau, je vais sourire, je vais raconter des blagues, je vais être exigeant aussi parce que je suis quelqu'un d'hyper exigeant au quotidien. Je vais innover, je vais faire des trucs qui sont out of the box, comme disent les anglo-saxons. Mais ça m'éclate, ça m'amuse. Ouais. Et en plus, je le partage, je le fais partager à mes collaborateurs. Parce que c'est ça aussi qui m'éclate, c'est que quand tu es dirigeant d'entreprise, tu n'es pas tout seul, tu as des équipes autour de toi et tu partages en fait ta dynamique. Alors après, il y en a qui suivent, il y en a qui ne suivent pas, mais après, c'est leur choix. Mais au moins, tu as cette possibilité de dire voilà, est-ce que tu as envie de me suivre dans cette belle aventure que je suis en train de créer? J'ai l'impression que ça, c'est une conséquence. J'ai l'impression qu'une fois que tu as créé ton projet, qu'à 23 ans, tu ne te rends pas compte, mais qu'en plus, il y a un côté collectif. Tu vas embarquer des gens. D'ailleurs, ça dépend des entrepreneurs. Ça dépend des gens que tu embarques. Ça marche pas. Moi, je vais revenir juste avant, et c'est vraiment ce truc, je te titille un petit peu là-dessus. Tu dis que tu ne sais pas ce qu'est être entrepreneur à 23 ans, mais que tu as envie de l'être. Donc, il y a une différence entre, dis-moi si je me trompe, ce que réalise l'entrepreneur. Tu ne sais pas exactement comment ça marche. Par contre, il y a quelque chose que tu as capté dans ce qui te renvoie, et c'est ça que j'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce que tu as vu de l'entrepreneur? Alors, tu as raison sur un point, c'est que je pense qu'il y a un côté technique. Je suis ingénieur de formation, donc je vais faire des parallélismes, si on peut le dire. Des parallèles, par exemple. C'est que, je ne suis pas sûr que ça existe, le mot parallélisme. Et il y a un côté technique quand tu es entrepreneur. Tu es dirigeant d'entreprise, comme je te dis, tu dois effectivement être capable effectivement de gérer tous les artifices et tous les rouages d'une entreprise. Ça s'apprend avec de l'expérience, avec une école, comme tu le veux. Chacun est libre d'apprendre comme il le souhaite. Après, c'est pas parce que tu sais tout ça, il faut créer une harmonie. Tout ça, ça vit en harmonie. Et quand je te dis que moi, j'avais un peu un dream, j'avais un rêve en fait de ce que voulait être mon entreprise, bah, je le rêvais la nuit. En fait, c'était ce sentiment de qu'est-ce que je voulais être mon entreprise. C'est créer ton petit écosystème vivant tout seul avec tu vois, des partenaires, des clients, des employés. Même pas, c'est même pas des partenaires, c'est la vie dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand tu passes ta porte, tu vois tes collaborateurs, tu leur dis bonjour, tu échanges avec eux, tu fais grandir un collaborateur. Tu as créé les Sims en vrai, quoi. Oh oui, tu peux dire ça. Même. Je connais pas toute l'histoire des Sims, mais tu crées ta. En fait, parce que on parle souvent de vie pro, vie perso, c'est un bon exemple. Ta vie perso, tu l'as créée avec ta femme, tes enfants, une vie de famille, et ce que tu aimerais effectivement au quotidien. Et bah, ta vie professionnelle quand tu es dirigeant, et notamment quand tu es entrepreneur, bah, tu la crées exactement comme tu as envie, dans l'espace où tu veux. Je te donne un exemple pour être très dans le concret. J'ai jamais voulu avoir mon propre bureau. Moi, je vis mon entreprise dans mon open space, à côté de mes collaborateurs, dans le même bureau, dans le même endroit que tout le monde. Donc, c'est pas le côté, comment dire, merde, en autarcie qui est en train de diriger tout le monde dans la boîte, le patron qu'on pouvait voir dans notre imaginaire d'il y a 20, 30, 50 ans. Toi, allez, je te mâche un peu les mots, mais c'est quoi? C'est la quête de liberté, c'est l'idée de créer quelque chose de zéro, c'est le fait d'être utile pour la société. Et après, premier, on va parler enfin business. Alors, c'est créé, et la meilleure définition de moi, et c'est pas moi qui l'ai imaginé, c'est mon mentor qui m'a dit, Alexis, tu es un bâtisseur. Tu aimes construire des choses. Et c'est ce qui fait de toi un entrepreneur, c'est que tu prends quelque chose qui est à un état et tu construis autour de ça. Donc, tu vas imaginer des choses qui, des fois, vont marcher, des fois, vont pas marcher. Mais je pense que c'est ce qui me caractérise le plus en tant qu'entrepreneur. Et si je le répète souvent à mes collaborateurs et collaboratrices, moi, il y a un truc que j'adore, c'est construire, bâtir. Donc, attendez pas de moi que j'attende tranquillement sur ma chaise que les choses se passent. À chaque fois que ça va bien marcher, je vais tout faire pour construire autre chose qui va faire en sorte qu'on va encore galérer pour faire quelque chose, mais ce qui nous fera avancer. Parce que c'est ce qui m'anime. Et là, me demande pas pourquoi. C'est pourquoi j'aime le bleu et pas le rouge.
J'en sais rien. J'allais même pas te dire pourquoi, j'allais plus presque conclure là-dessus en disant, et je repense ce que tu as dit avant, le pro et le perso. J'ai l'impression que tu pars de toi perso et que tu te dis, bah, c'est comme ça que je suis, j'ai même envie de bosser avec des gens et tout, et de participer à des projets. Donc, du coup, bah, je vais le transposer dans le pro. Et j'ai l'impression que beaucoup de notre société s'oublie un peu, se connaît d'un point de vue perso, mais ne va pas essayer de mettre son perso dans le pro. Va essayer de rentrer dans des cases. Et c'est là que ce podcast intervient pour vous montrer, chers auditeurs et auditrices, que l'entrepreneuriat est une voie, pas facile certes, mais plus simple par moment qu'on peut le croire. Maintenant, c'est une bonne intro. Qu'est-ce que tu as bâti, Alexis, en tant que bâtisseur? Bâtisseur. Alors, comme tu dis, j'ai mis 17 ans pour atteindre mon rêve. Et quand c'était à peu près en 2017, j'ai rencontré un dirigeant d'entreprise qui voulait vendre son entreprise. Ouais, un peu le hasard, un peu, voilà, certes un peu provoqué, mais et donc, du coup, je vais le voir, ce que j'apprends, on se met en relation et il me dit, bah voilà, j'aimerais bien céder mon entreprise d'ici, allez, 2-3 ans. Je lui dis, pas de problème, je suis ton homme. J'avais envie d'avoir Pour la racheter. Pour la racheter. À ce moment-là, je ne savais pas quelle était l'entreprise, je ne connaissais pas le marché. Je savais juste que j'étais prêt. Attends, tease-nous un peu. On parle de quel marché? Alors, on parle du marché du funéraire. Donc, on en a toujours pas parlé depuis le départ. Je me suis dit, on va rester bien sur l'entrepreneuriat et après, on va parler du post-mortem avec beaucoup de joie et de bonne humeur. Mais bon, bref. Et donc, là, je découvre. Alors, j'habitais à Paris à ce moment-là. Donc, je dois aller. L'entreprise est basée à Rennes. Donc, je découvre que c'est le marché du funéraire. Alors, plus précisément, c'était une société qui s'appelle GPG Granit à ce moment-là. GPG Granit, pardon, et qui vend et commercialise des monuments funéraires pour les pompes funèbres. Donc, c'est un acteur du B2B du funéraire, dont son métier, c'est la conception des monuments funéraires et ensuite, effectivement, les vend aux pompes funèbres qui, eux, les revendent aux familles. Je t'avoue que je ne venais pas du tout de ce monde-là. Avant, je travaillais dans une entreprise qui était basée à Paris. Nos clients, c'était Nestlé, c'était L'Oréal, c'était Renault. Donc, je n'étais absolument pas au fait du monde de funéraire. Je n'avais pas connu à titre personnel non plus un décès dans ma famille ou d'un proche. Donc, vraiment un milieu naïf, sans connaissance, etc. Mais quand tu as envie d'entreprendre, tu saisis les opportunités. Il y a deux choses que je me souviens à ce moment-là, c'est que l'opportunité, je l'ai saisie. Je me suis dit, j'aurais pas deux opportunités de pouvoir reprendre une entreprise. Donc Alexis, vas-y, fonce. Et deux, je me suis dit, c'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais du fait que ce que j'aimais vivre, la vie pro, vie perso, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance aux relations que j'avais avec mes collaborateurs, mes collaboratrices, mes collègues. J'ai toujours aimé ça. Je me dis, le monde du funéraire, la fin de la vie, l'échange avec mes collaborateurs, des personnes qui travaillent dans les pompes funèbres, qui reçoivent les familles dans des moments qui sont compliqués, et ben là, je veux dire, ça m'a parlé. Je me suis dit, en fait, tu t'es senti utile? Utile. Alors à ce moment-là, au début, tu le sens pas, mais tu te dis, il y a quelque chose qui me fait tilt au fond de moi, qui me dit, ça me parle, je peux en faire quelque chose. Souviens-toi, je dis que je suis un bâtisseur. Tu dis, là, tu peux construire quelque chose autour de quelque chose qui t'affecte, qui te prend, et tu dis, ah ouais, ça va, je le ressens. Ça a pris 17 ans pour arriver à l'alignement pro et perso, en fait, à ce niveau-là. De trouver l'opportunité qui trigger, tu vois, qui provoque des choses chez toi liées au perso, à l'humain, à peut-être l'empathie, etc. Ah oui, oui. Et puis, alors, comme tu dis, j'avais pas vécu à ce moment-là un événement familial, la perte d'un grand-parent ou d'un proche. Donc, j'avais absolument... ça peut pas être une histoire personnelle qui se traduit en disant maintenant je vais parce que des fois ça peut arriver, il y a des personnes qui vont créer des sociétés parce qu'ils ont vécu un épisode un peu tragique et donc ils ont envie de redonner à la société ou de traduire. Ou même un problème quelconque, voilà. Même s'il est business. Ouais. Mais moi c'était pas mon cas. Par contre le fait d'aller sur ce marché-là, de pouvoir me dire que je vais pouvoir accompagner des familles dans une situation de deuil et de trouver des solutions pour que du coup, ces personnes, ces familles le vivent bien. Et là, je me suis dit, ça me parle. Ça me parle. Je ressentais quelque chose, cette capacité à produire tout en faisant mon métier d'entrepreneur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un entrepreneur, c'est aussi un dirigeant, c'est aussi une entreprise. Ça doit générer des bénéfices. Enfin, c'est un ensemble. Mais tout ça, il doit vivre en harmonie, en osmose avec ce que tu as envie de ressentir. Et moi, j'ai envie que tout s'aligne, que ce soit l'aspect économique, que ce soit l'aspect humain, que ce soit l'aspect entrepreneurial. Et
Et là, j'ai dit, bon, allez, vas-y, fonce. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui cochent toutes les cases. Et donc, du coup, je suis tombé dans le monde du funéraire en 2017. J'ai découvert ce marché-là, qui est un marché malheureusement très méconnu, parce que déjà, les gens ne parlent pas. Pour information, j'ai fait une étude il y a 2 ans sur le sujet. Okay. On a interrogé les personnes. 50% des personnes interrogées ne parlent pas du sujet de la fin de la vie. Et 50% autres évoquent éventuellement le sujet. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que c'est même pas un sujet que tu abordes au coin d'un café, etc. Bien sûr. C'est anxiogène, quoi. C'est pas le pour truc le auquel commun tu des penses. mortels, bien sûr. Tu penses pas à ça quand tu vois un ami, tu lui dis voilà, qu'est-ce que ça se passe. Est-ce que tu penses à la manière dont tu vas gérer tes obsèques, surtout si tu as 47 ans comme moi, tu vas pas d'imaginer comment organiser tes obsèques en espérant le plus tard possible. Mais même vis-à-vis de tes grands-parents, etc., c'est pas des sujets dont on parle, quoi. Ben, on va parler, on va mettre un gros zoom sur cette industrie très opaque. Et alors, je ne sais pas si c'est, tu vois, je sais pas si c'est les acteurs qui la rendent opaque ou si c'est nous, communs des mortels, qui n'avons pas envie de penser à la mort et de s'intéresser à tout ça. On va en parler et justement comment lier aussi la gestion émotionnelle, humaine, que ce soit tes équipes comme des clients, et de faire du cash. Et moi, je vais revenir sur ce dernier mot, cash, et revenir un petit peu sur l'entrepreneuriat. 2017, tu rachètes cette boîte. 8 ans plus tard, ouais, c'est ça, 2025, combien vous êtes? Donne-nous quelques chiffres. Et surtout, combien il y a de marques, combien il y a de rachats. On parle d'un groupe. Donc, ouais, je veux bien que tu nous expliques un petit peu ça. Ouais. Alors, en 2017, quand je rejoins l'entreprise, on est à peu près 17-18 collaborateurs. C'est rachat 2 ans plus tard, c'est ça? Ouais, je l'ai racheté 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, ok. Donc, 2017, à peu près 17-18 collaborateurs, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2022, je la rachète complètement. Donc là, je deviens le dirigeant de l'entreprise. On fait à ce moment-là 23 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a quasiment doublé le chiffre d'affaires depuis 3 à 4 ans. Et aujourd'hui, on est en 2025. On fait 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et entre-temps, j'ai encore acheté une autre entreprise pour me diversifier dans le monde de l'activité du post-mortem. Tu es riche, Alexis. Je sais pas, je suis riche. J'ai beaucoup entrepris et beaucoup investi. Ça rachète des boîtes. On fait 35 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est 100 collaborateurs. Mais parce que voilà, il y a des choses à faire, à réaliser, à apporter des solutions innovantes sur ce marché, parce qu'il y a un vrai besoin. Après, il faut être pragmatique. On est dans une société qui est de plus en plus vieillissante. Il y a de plus en plus de personnes, effectivement, qui décèdent. Donc, il y a un vrai besoin qui se crée. Alors après, il faut le faire de manière déontologique, etc. Mais il y a des vrais métiers qu'on a créés depuis 5 ans pour répondre à une demande. Et c'est là où je trouve que c'est un vrai projet qui est intéressant. Quand je dis que je suis un bâtisseur, j'étais 18, on est 100, j'ai créé plus de 80 emplois en l'espace de 4-5 ans. Donc, avec des nouveaux métiers qui n'existaient pas il y a 5 ans. Ouais. Tout ça pour répondre à une problématique des familles qui ont besoin d'accompagnement. Sachant que, comme je répète, nous, on est en B2B, donc on est nos clients sont les pompes funèbres. Mais il y a quand même besoin de services, de produits. Et c'est ce qu'on a essayé de créer justement avec Seven, parce qu'en fait, tout à l'heure, on parlait de GPG Granit que j'ai racheté. La première, j'ai racheté une autre entreprise après qui s'appelle Isofroid. Et à travers de ça, on a créé le groupe Seven il y a 1 an, qui désormais regroupe 8 marques qui vont adresser à la fois les pompes funèbres, les marbriers, les thanatopracteurs. Et quoi? Les thanatopracteurs, c'est ceux qui font la préparation des soins pour la conservation des corps. Okay. Les médecins, tout ce que sont les instituts médico-légaux. Okay. Donc on a créé un ensemble de marques pour adresser le besoin du post-mortem, enfin les besoins des post-mortem, des professionnels. Et donc je suis parti d'une entreprise qui ne faisait que du monument funéraire, que franco-française, à une entreprise qui est toujours une PME, parce qu'on est 100 collaborateurs, on n'a pas encore cette taille intermédiaire de TI, mais qui adresse désormais plusieurs effectivement segments du post-mortem, et on a même des clients internationaux aujourd'hui. Hyper clair. Je note juste une mini-chose. Vous étiez, donc tu me disais 12 millions, 18 personnes, 100 millions, 35. 100 personnes, 100 collaborateurs, 35 millions. Du coup, 100 personnes, 35 millions. Ouais, ça aurait été pas mal. Non, c'est pas une corrélation directe entre le nombre d'employés et le CA. C'est-à-dire que là, tu as peut-être des employés, et entre guillemets, en ratio de CA par employé, il a baissé,
mais il va réaugmenter plus tard parce qu'en fait, tu es en train d'investir pardon, sur l'avenir. C'est ce que j'essaie de comprendre sur l'évolution qu'il y a eu depuis ton Bon, il n'y a pas rachat. de lien entre le nombre de collaborateurs et le chiffre d'affaires. Après, ce qui est important, c'est que euh, ton modèle économique et surtout les services que tu proposes sont en adéquation. Si tu as besoin de créer un métier, bah, tu le crées parce que ça Ok. peut créer tu considères que ça crée de la valeur. Donc, c'est ce qu'on fait au quotidien. Euh, voilà. Donc après, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien structurer, organiser. Euh, Bah, au début, on était 18. Puis à petit, bah, on avait, je prends un exemple assez concret qui était tout ce qui est la supply chain. On était un. Quand je suis arrivé, il était tout seul. Puis finalement, on s'est aperçu qu'il y avait un vrai besoin parce qu'en fait, comme on achète des produits, on les transforme et on les revend aux pompes funèbres, aux marbriers ou aux médecins Mm. médico-légaux. Bah, en fait, je me suis dit, on a aussi un métier de supply chain. Donc, on a créé toute une supply chain. Donc, il était un, maintenant, ils sont une trentaine Mais à l'échelle du groupe, du coup. à l'échelle du groupe. Ok. Mais Donc, il y a parce aussi que, d'autres structures à intégrer dans la supply chain, voilà, etc. etc. Ok. Parce qu'avant, c'était aussi externalisé. Maintenant, on l'a internalisé. Ok. On l'a adapté parce qu'on crée plus de valeur en le faisant comme ça qu'en allant le sous-traiter à quelqu'un à l'extérieur. Et on revient toujours à cette notion de construire, de bâtir quelque chose. Et petit à petit, tu construis des métiers. Et on a imaginé des métiers qui n'existaient pas il y a 4-5 ans, quoi. Alors, en fait, c'est une bonne liaison, mais juste avant de rentrer dans la spécificité du post-mortem, du funéraire, des différents métiers qu'il y a dedans, moi, j'aimerais comprendre pourquoi tu as racheté des boîtes. C'est quoi la stratégie dedans quand tu reprends Seven? Est-ce que tu as, enfin, pas Seven, du coup, Granite, GP Granite? GPG Granit. GPG. Je savais qu'il me manquait une lettre dedans, désolé. Ouais, en fait, pourquoi créer un groupe? J'ai bien compris que c'est une expansion du coup plutôt horizontale que verticale. Mmh. C'est quoi? En fait, à quel moment ça devient ça? C'est vraiment ça, c'est un truc que je comprends pas de se dire, tu rachètes une boîte et en fait, tu as 8 marques quelques années plus tard. Alors, Ça, je c'est pense venu que d'où, en quoi? fait, quand tu prends goût à l'entrepreneuriat, quand tu es quelqu'un qui aime ça, en fait, tu es naturellement, je pense, guidé par cette envie de créer perpétuellement, enfin constamment plutôt. Donc quand je reprends GPG Granit, bah, je suis déjà en train d'imaginer le futur de ce que sera mon entreprise. Donc, c'est que des opportunités, en fait. Oui, alors que tu les provoques, ces opportunités, mais tu vois, je regardais le marché, je regardais qu'est-ce qu'on pouvait apporter au marché que le marché n'avait pas aujourd'hui et qui pourrait justement répondre à un besoin, et notamment des familles, tout en créant aussi de la valeur, parce que c'est comme je te dis, il y a un double objectif à chaque fois. C'est qu'il y a un enjeu d'accompagnement sur la fin de la vie, mais il y a aussi un enjeu économique, c'est qu'il faut créer quelque chose qui fonctionne économiquement, Bien sûr. parce qu'on n'est pas une association, donc à un moment donné, il faut que ça génère du Rentable, profit. quoi. Mhm. Donc, il y a un lien entre les deux. Et donc, en fait, à un moment donné, je me suis dit, bah, tiens, il y a quelque chose à faire sur le monde du post-mortem en B2B, donc en direction des professionnels. Ces professionnels, ils adressent en direct les clients finaux, hein, qui sont les familles. Mais là, il y a un manque. Je trouve qu'il y a un manque en termes de prestations de services, de produits. Donc, tu as vu des limites aussi dans les services que proposait GPG Granite, mais pas que eux, hein, mais à l'échelle de l'industrie. Et à l'échelle où je me dis, ça peut être quelque chose qui peut effectivement fonctionner. Et donc, petit à petit, bon, après, j'ai le modèle de créer un groupe avec un modèle de marque, c'est pas nouveau, je ne l'ai pas inventé. J'ai aussi, je dirais, repris des choses qui ont été faites dans d'autres industries, parce que c'est aussi ça, Ouais, mais c'est tôt, 1 an après le rachat de. C'est ça, hein, un an, oui, un an et demi. c'est tôt, non, quand même? Ah ouais, mais quand tu es dans la dynamique, tu y vas, quoi. Tu n'es pas là pour attendre, quoi. C'est pas parce que ça faisait 17 ans que le rêve il maturait qu'il avait envie de tout péter d'un coup. Ah non, non, bah, en fait, une fois que tu es pris dans l'engrenage, tu avances, tu avances, Ok. tu avances. Et puis ça, si ça fonctionne, bah, tu continues, tu continues. Et puis, il y a un côté, une entreprise, elle doit être en mouvement. Moi, c'est ma conviction profonde et je le dis à mes collaborateurs, une entreprise, elle est en mouvement. Alors, ils me disent, on peut pas s'arrêter un peu de temps en temps, faire pause. Je fais, non, je m'arrêterai pas. Ok. Et, Toujours aller chercher plus, quoi. oui, puis après, tu as aussi le fait que tu choisis pas toujours quand une entreprise est à vendre ou est sur le marché. Donc, Opportunité. si tu n'es pas à l'affût, si tu pas. Bah, en fait, tu vas louper ces opportunités, tu vas louper des choses. Donc, ouais, tu dois être à l'affût. Et là, j'avais une opportunité à saisir. Je l'ai provoquée pour acheter notamment Isofroid 1 an et demi après le rachat de GPG Granit. Mais voilà, il fallait, c'était l'opportunité. Et 1 an après, et quelques mois après, bah, je dis, bah non, on va implémenter Seven, on va créer Seven, on va construire les marques avec tout un projet et une vision sur ce que je voulais être Seven. Alors après, ça prend du temps, il faut dérouler. Post-rachat de Isofroid. Oui.
D'accord, donc le groupe n'était pas déjà, en tout cas la stratégie de groupe n'était pas déjà là, il y avait des marques et après tu t'es dit il faut qu'on le rubrique, qu'on le Qu'on le mette sous un Seven. Alors, sous j'avais un. déjà en Ok, tête la notion de faire un groupe, Seven. ok. Après, à un moment donné, il faut que ça soit clair, en fait, ce que Le timing le était timing, ok. etc. C'est-à-dire que tu crées pas le groupe si tu n'as rien à mettre dedans. Donc, effectivement, au départ, je me dis, bah, comme j'ai GPG Granit, j'ai déjà une marque. Après, j'ai eu l'opportunité de racheter Isofroid et de diversifier l'activité. Ensuite, bah, je me suis dit, bah, si je veux m'assurer que notre offre soit bien compréhensible par les professionnels, sachant que j'adresse plusieurs types de professionnels, plusieurs professions, bah, il faut que je crée des marques. Donc, chaque marque est bien une marque qui œuvre dans le monde du post-mortem, mais elle va adresser un professionnel particulier, d'où le fait de créer des marques qui va adresser le marbrier, l'assistant funéraire, le médecin légiste, le thanatopracteur, etc., etc. Je veux juste rentrer sur le GPG Granit, mais au final, c'est vraiment rentrer dans le funéraire, dans le post-mortem. Pourquoi ça marchait quand tu es arrivé? Est-ce que tu es capable de voir, toi qui as découvert l'industrie, en fait, par rapport, donc je veux bien que tu me parles un petit peu de l'industrie, est-ce qu'il est détenu par des gros? Comment vous vous positionnez? C'est quoi la première mesure que tu as prise une fois que tu as été président et actionnaire majoritaire de cette boîte? Est-ce que c'était une mesure non populaire? En tout cas, c'est quoi la chose que tu as changé? Alors, le marché du funéraire, pour revenir sur c'est quand même un marché qui est assez gros, ça pèse plus de 4 milliards d'euros quand même. Donc, c'est quand même un marché qui est assez conséquent quand tu comprends tous les acteurs, que ce soit les acteurs qui sont en B2C, en B2B. En France, hein, En seulement. France uniquement. Donc, c'est un marché assez conséquent. Ceux qui sont le plus connus, ce sont les pompes funèbres. Parce que ça, c'est là où tout le monde se rend quand il y a effectivement un décès. Un décès, ouais. Sauf que derrière, il y a plein de métiers en fait. Tu as plein de sous-métiers derrière que les gens ne Mais c'est les connaissent pas. pompes qui les contactent, non? Je veux dire, Oui, le comme corbillard, nous, les concepteurs ok. de monuments funéraires, les thanatopracteurs, ceux qui font les soins de conservation. Mais il y a encore d'autres métiers. Il y a des gens qui vont préparer aussi des plaques. On fait aussi, par exemple, les soudeurs qui travaillent chez moi, qui font les frigos pour la conservation des corps. Enfin, tu as plein Ouais, de ok. sous-métiers derrière qui sont méconnus, alors qu'on va retrouver tous les métiers que tu peux retrouver dans d'autres industries. Donc, c'est un marché assez important. Après, la typologie du marché, aujourd'hui, globalement, il y a des groupes qui se sont consolidés au niveau des pompes funèbres. Voilà. Mais c'est encore principalement aussi un marché de beaucoup d'indépendants, d'entreprises familiales. Il n'y a pas d'énormes marques qui ressortent plus que d'autres? Alors, il y a deux gros acteurs, effectivement, mais après, il y a beaucoup d'indépendants. Et aujourd'hui, le marché, à peu près, alors les indépendants te diront qu'à peu près, il y a 60% indépendants, 40% pour les autres groupes. Les groupes te diront que c'est 60% de groupes et 40% indépendants. Bon, je ne connais pas exactement le chiffre exact. Mais il y a de la place pour créer un groupe Seven. Mais il y a de la place pour créer aussi, effectivement, un groupe indépendant comme Seven qui adresse nos clients. Et mes clients sont principalement des entreprises assez familiales, Ok. plus ou moins de taille TPE à grosse PME. Donc, j'ai des clients qui vont avoir une agence, j'ai des clients qui vont avoir 45 agences. Voilà, c'est assez diversifié. Il y a des clients qui ont des TPE, donc qui vont être 4-5, et d'autres qui vont avoir une PME avec une cinquantaine, soixantaine de collaborateurs. Donc, c'est assez vaste. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas étonnant. En fait, on est sur un marché de proximité. Quand tu as un décès dans ta famille, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir la pompe funèbre qui se trouve à côté de chez toi. Et qui est tentaculaire en termes de service. Voilà, et qui va... donc, le point de contact principal. Et Ouais. on est un marché de proximité, donc c'est pour ça que c'est encore un marché principalement et à 80% constitué de PME et de TPE, d'indépendants. Il y en a en plus pas mal qui sont en train de se créer également à travers des franchises qui ont été initiées. Mais ça reste des entrepreneurs, hein, c'est-à-dire qu'ils entreprennent à travers une franchise qui leur apporte un certain nombre de services. Puis il y en a certains qui entreprennent de manière totalement autonome, qui ont eu leur diplôme d'assistant funéraire et qui créent leur structure et qui commencent à accueillir des familles, à les accompagner. Okay. Et donc voilà, donc c'est un marché qui est assez... voilà. Tu peux nous dire combien coûterait des obsèques moyennement en moyenne en France et essayer de comprendre dans tout ça, typiquement quand tu vas voir les pompes funèbres, qu'est-ce qui coûte cher dedans? Et est-ce que le qui coûte cher est corrélé à ma deuxième question? Qu'est-ce qui est chiant? Qu'est-ce qui est compliqué? Où est-ce qu'on voit la valeur pour le client? J'imagine que c'est de l'humain beaucoup. Oui, c'est pour ça que je te pose la question. Alors, les obsèques, on va dire qu'on va donner une fourchette entre 5 et 10 000 euros pour être assez large. C'est un coût quand même. Ah oui, c'est un coût qui est quand même significatif. Après, tu as quand même un certain nombre de prestations de services qui sont associées. Alors déjà, tu as une prestation humaine
il faut savoir que tu as quand même quelqu'un qui t'accompagne sur un moment, donc tu ne connais absolument rien. Il faut La vraiment personne être des pompes funèbres? l'assistant funéraire. Ouais, ok. Et malheureusement, et ça, je vais le dire, c'est un métier qui est sous-valorisé. Et ça, je le regrette parce que c'est pas un métier facile. Toute la journée, tu accueilles des familles qui sont dans un moment Tristesse. triste, absolu. Pour un peu que tu sur non pas un décès d'une personne âgée, mais d'un enfant, alors tout ça est démultiplié totalement. Ouais, donc il faut avoir du courage quand tu es assistant funéraire pour accompagner. Donc c'est un vrai métier qui malheureusement est très méconnu. Donc c'est pas l'assistant funéraire qui coûte le plus cher. Tu disais que c'est sous-valorisé en soi. Alors, en fait, Sur les 5 quand ou je parle 10 000. sous-valorisé, c'est pas en termes de valeur pécuniaire, c'est aussi en termes de connaissance de ce rôle-là Et de reconnaissance aussi. Ok. parce que c'est un vrai métier et c'est un beau métier d'accompagner une famille sur qu'est-ce que je fais en fait. J'ai perdu mon grand-père, en fait, je sais pas quoi faire en fait. Je pense que je dois rester à un cercueil, je suppose, mais je dois faire quoi Comment d'autre? ça se passe? Comment ça se passe? Et donc, l'assistant funéraire, il a un double rôle. Il a à la fois un rôle d'écoute, de bien accompagner effectivement la famille pour savoir ce qu'elle veut, etc. Et après, lui expliquer, et là, on revient à ta question principale, mais c'est quoi tous les services? Donc, tu as des produits qu'il faut acheter parce que c'est obligatoire. Il faut bien un cercueil. Ouais. Le cercueil, il faut l'habiller, il faut un capiton. Après, il y a ce qu'on appelle la présentation du corps, parce que tu peux voir le défunt une dernière fois dans une chambre funéraire. Mais si tu fais ça, il faut faire des soins de conservation, parce que le corps se dégrade rapidement. Donc ça coûte. Tu peux pas laisser un corps comme ça dans une pièce et espérer le voir pendant 4-5 jours. Un corps, au bout de 24 heures, il commence déjà à se dégrader. Mais dans tout ça, c'est où l'opportunité business du coup? Alors, Où elle est à chaque échelon, il y a des choses à optimiser. à chaque échelon, il y a des services à proposer, à améliorer pour pouvoir effectivement bien accompagner la famille. Je donne l'exemple des soins de thanatopraxie, qui est un bon exemple. Aujourd'hui, en France, les familles ont besoin de voir le défunt une dernière fois. Okay. Donc les chambres funéraires se multiplient et tu vois le défunt allongé une dernière fois parce que ça fait partie de ton étape de deuil. Mais on est tous différents, on a tous une couleur de peau différente, on a tous effectivement... Et ça, quand tu vas faire un soin de conservation, si tu le fais pas bien, tu peux transformer la couleur de la peau. Oh shit, c'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et donc le thanatopracteur, son métier, c'est de donner l'impression que le défunt est encore vivant. C'est surprenant, mais c'est... c'est horrible. Non, c'est pas horrible. Ça fait non, partie mais qu'il soit présentable, mais de parler d'un mort en disant de donner l'impression qu'il soit vivant, je vois ce que tu veux dire, mais dit comme ça, c'est dur, non? Oui, mais prends le parallèle par rapport à ce qui s'est passé pendant le Covid. Les familles qui ont eu un décès pendant le Covid, on débarquait chez toi, on te prenait le défunt et tu ne voyais plus jamais la personne. Ouais, c'est d'une brutalité. Exactement, c'est brutal, c'est instantané. Tu peux même pas te dire. C'est fini. Donc ça, c'est vraiment pour accompagner. Enfin, c'est le deuil. En fait. Tu peux voir la personne une dernière fois. Tu peux, après, chacun va le vivre comme il le souhaite. Passer des messages, etc. Et donc tout ça, effectivement, les techniques ont évolué depuis plusieurs années pour accompagner correctement les familles. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est par exemple pour les monuments funéraires. Ce que nous, on fait pour nos marques GPG Granit. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent des monuments personnalisés. C'est-à-dire qu'ils veulent des monuments qui soient à l'image du défunt. Donc, pas juste une pierre carrée. Ils veulent des formes, des couleurs différentes. Donc, c'est pour ça que nous, depuis 2017, on a créé un configurateur, comme tu configures ta voiture. Ça peut paraître surprenant. Okay. Mais tu vas sur le site et tu configures en fait ton monument comme tu configures une voiture. Mais tu personnalises. Donc, tu choisis ta forme, tu choisis ta couleur, tu mets le nom, le prénom, tu mets un motif. Et donc, tout ça, c'est des services qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années. Et donc, c'est ce qu'on essaye d'apporter au quotidien pour justement mieux accompagner les familles pour que ça se passe bien. Et puis, il y a une vraie demande. Une famille qui est bien accompagnée, que ce soit sur les cérémonies aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau des cérémonies? Alors ça, moi, je n'en fais pas en termes de services et de produits. Mais il y a de plus en plus qui font des cérémonies à distance parce que tout le monde ne peut pas toujours se déplacer à distance. Il y a plein de choses qui sont faites dans ce sens-là. On peut travailler, comme je dis, sur les monuments funéraires. Et tout ça sont des nouveaux services qu'on propose, que tous les acteurs du funéraire essaient de proposer justement pour
que les familles vivent mieux leur deuil. Je me demandais sur GPG Granit, mais en fait peut-être plus sur Seven. Réponds-moi un peu au global maintenant avec toutes les marques. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Et si je te pose la question, c'est où est-ce que le consommateur final ou tes clients en B2B captent la valeur? Parce qu'au final, ils veulent servir le consommateur final. Donc, c'est quoi l'attente? C'est quoi la secret sauce? Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Je pense que ça marche parce je pense qu'on a su être innovant. On a amené aussi, on parle souvent d'amener du digital. On a amené beaucoup de digital, nous, dans le monde du funéraire, alors qu'avant, C'est les peu acteurs, commun, ouais. les acteurs ne le faisaient pas. En fait, les acteurs historiques ne le faisaient pas. Nous, on l'a fait. Je te parlais du configurateur 3D, par Online, exemple. ouais. Ça peut te surprendre, mais en fait, une famille qui est dans le deuil, elle est aussi exigeante, elle veut autant de réactivité que si tu vas acheter une voiture ou que tu vas acheter ta télé chez Castorama. C'est pareil. Alors on pourrait dire, oui, c'est un décès, on a le temps. Non, on n'a pas le temps. Donc on a amené autant d'exigences sur la manière de vendre que dans d'autres marchés. Parce Ok. que en fait, le consommateur, parce que la famille est à ce moment-là un consommateur, elle a le même niveau d'exigence sur la réactivité qu'elle veut par rapport à son devis, par rapport à trouver des services C'est sur Internet. archaïque, ça? C'est-à-dire Ça que existait très peu, il y a 7-8 ans. C'était parce encore... que c'est le funéraire, parce que c'est le post-mortem et que c'est une industrie qu'on connaît peu, qui a peu été challengée aussi. Alors après, je pense qu'on a amené chez Seven parce que, voilà, quelque chose qui n'existait pas, qui était un vrai élément différenciant. Ce qui a fait que du coup on a réussi parce que du coup on a apporté cette modernité, Le design 3D le ou design la 3D. délivrabilité aussi. Quand je te parlais de la supply chain, on a été les premiers à monter Ok. une plateforme logistique du funéraire alors que ça n'existait pas. Alors que la notion de plateforme logistique en 2019, quand on crée la plateforme, c'est pas nouveau, hein, d'autres marchés. Mais nous on l'a amené dans le monde du funéraire, donc on a amené en fait de la réactivité, on a amené de la qualité de service qui est extrêmement important. Et ça on l'a pas dit encore, mais tu fais pas 2 fois des obsèques. Tu meurs qu'une fois. À la différence d'un mariage, Un d'un mariage où tu peux te marier 2 anniversaire. fois. Donc, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tout ce que tu fais et toutes les prestations de services que tu adresses, elles doivent être réussies dès la première fois. D'où la qualité de service, elle doit être irréprochable. Les clients sont plus. Les clients, peut-être tu ne les as pas en direct, mais tu dois connaître de tes confrères, de tes clients à toi. Est-ce qu'ils se comportent différemment en termes de stress que le jour d'un mariage? Parce qu'on sait que le jour d'un mariage, ils sont stressés, Ah ils ont oui, beaucoup c'est stressé. d'attentes. Parce que depuis moi, j'ai vécu aussi un drame personnel dans ma famille. Et on est extrêmement exigeant. Et Ok. l'organisation des obsèques, tu n'as pas beaucoup de temps, parce que le jour où ça décède, alors avant tu avais 7 jours, maintenant tu as 14 jours pour organiser les obsèques, etc. Donc tu as un peu plus de temps, mais tu te rends compte que du jour au lendemain, tu n'as jamais rien préparé, tu ne sais pas ce qu'il faut, et il te faut qu'en une dizaine de jours, tu organises les obsèques, tu as plein de choses à penser, et donc tout ça, ouais, c'est un stress. Et donc, nous, en tant que professionnels du funéraire, on doit être prêt pour gérer cette partie-là et bien accompagner les familles. Alors, nous, de manière indirecte, parce que Seven est un groupe qui est un acteur du B2B, mais notre qualité, elle doit être irréprochable parce que si l'assistant funéraire, on lui met des bâtons dans les roues à travers les prestations de services qu'on lui propose, bah, du coup, il ne va pas pouvoir adresser et accompagner la famille de manière correctement. Et donc, du coup, la qualité de service qu'il va proposer, elle va être ressentie, quoi. C'est encore plus exigeant, tu dirais presque, d'un mariage, en fait. Parce que vous ne vendez pas du bonheur, mais vous voulez que les choses se passent bien. C'est Exactement. hyper difficile, quoi. Puis je te dis, tu n'as pas le droit, t'as pas une deuxième chance. Tu peux pas te Ouais. dire, bah tiens, je me suis trompé, je vais recommencer demain. Non, ça marche pas en fait. Si tu t'es trompé, tu t'es trompé. Donc et la famille, elle devra vivre malheureusement avec le fait que ses obsèques se sont pas passées comme elle l'avait souhaité. Ben, je veux parler d'une chose, parce que là, en fait, on tend vers une chose, c'est l'humain. Et en fait, même si tu fais du B2B, tu bosses avec des humains. Donc déjà, en interne, tu bosses aussi avec des humains qui, eux, font peut-être ces obsèques. Est-ce que l'humain, dans l'industrie du post-mortem, du funéraire, et toi, à ton échelle, est-ce que ça a une place différente que peut-être dans tes autres expériences de boulot où là, on parlait pas de mort? En fait, est-ce que le fait qu'on parle de la mort rend l'aspect humain beaucoup plus fort, beaucoup plus critique? Alors, alors moi déjà, à titre personnel, tu en parlais tout à l'heure de ce que voulait être mon entreprise. Et j'avais toujours eu l'ambition l'image de l'entreprise que je rêvais, pardon,
l'humain soit au centre. C'est-à-dire qu'en fait, que les relations humaines soient hyper importantes. J'arrive le matin, je discute avec mes collaborateurs, j'échange. Enfin, tout ça, c'était quelque chose que j'avais imaginé dans mon entreprise que j'aurais un jour. Sachant qu'à ce moment-là, je ne savais pas que ça serait le funéraire. Et quand je disais tout à l'heure que quand j'ai eu l'opportunité de reprendre GPG Granit, j'avais cet alignement à me dire au moins, je vais faire un métier et je vais être dirigeant d'une entreprise où je ne pourrais pas mettre l'humain de côté. Donc, en plus, c'est quelque chose qui me parle, qui m'anime, et je vais pouvoir l'animer à tous les maillons de la chaîne, que ce soit vis-à-vis de mes collaborateurs et de mes collaboratrices au quotidien, parce que c'est eux que je vois quotidiennement, à travers mes partenaires, qui sont donc mes clients, les professionnels, donc les assistants funéraires, parce que du coup, on va essayer de les accompagner, indirectement les familles, parce qu'on fait aussi, on n'en a pas parlé, mais on fait du B2C, du B2B2C, donc en fait, on adresse un peu indirectement les familles. Vous êtes en contact avec par moment? Alors, on n'est pas en contact avec les familles directement, mais on met en avant nos marques pour que les familles aient connaissance de toutes les marques et de tout service que l'on propose au niveau des professionnels. Et je le fais aussi au niveau de nos fournisseurs qu'on accompagne. Et donc, oui, l'humain, elle est hyper important pour moi parce que, en fait, les relations humaines, en fait, tu fais rien sans. En fait, quand tu es dirigeant d'entreprise, le plus dur, c'est pas d'imaginer ou de créer des choses, etc. C'est de faire en sorte que tout ça vive en harmonie. Et le problème, c'est que l'humain, un collaborateur, une collaboratrice, une famille, c'est très irrationnel. Ce que moi, je peux imaginer qu'il va dire, il va comprendre, c'est comme ça. Il va te dire, non, c'est pas comme ça. Mais pourtant, c'est hyper logique. Non, lui, il l'a peut-être pas interprété. Est-ce que c'est pas là la limite de la tech qui, du coup, ne pourra jamais réellement remplacer le service humain dans votre industrie? Parce qu'il y a de l'empathie et de l'émotion qui doit arriver, que la tech ne pourra jamais reproduire. La technologie, c'est un outil formidable. On parle d'intelligence artificielle. En fait, tout ça, c'est extraordinaire. Mais à un moment donné, on est des hommes et des femmes. On ne réfléchit pas tous de la même manière. On a nos convictions. On doit s'écouter. On doit échanger, discuter. Et il y a plein de bonnes choses à tirer de tout ça. Ce qui est un des éléments les plus passionnants de mon métier aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, oui, j'aime bâtir, construire. Mais ce que j'adore, c'est que je passe beaucoup de temps à écouter mes collaborateurs. Après, je vais aller écouter des clients. Et tu as plein de choses qui ressortent d'idées qui sont extraordinaires. Alors après, il faut les mettre en forme, etc. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est que l'humain, il a plein d'idées à mettre en œuvre. Et c'est ce que je dis souvent à mes collaborateurs. Je dis, mais comment tu fais pour imaginer toutes ces idées? Mais en fait, je ne les ai pas créées, ces idées. Ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que le jour où on a été déjeuner ensemble, on a discuté comme on discute aujourd'hui. Et en fait, tu as dit quelque chose qui a marqué. Je l'ai mis dans un coin de ma tête. Je l'ai dit, ça, je vais le garder. Il y a un truc à imaginer et un fil conducteur à tirer sur ce truc-là. Et au final, on sait tous que l'idée vaut pas grand-chose, mais que c'est se lancer et l'exécuter. Exactement, parce que j'ai peut-être des fois un peu plus de courage, des fois, à aller sur une idée qui peut paraître farfelue et la transformer. Mais ça, c'est un autre côté du phase d'entrepreneur. Mais je puise mon imagination et ce que je vais faire sur l'avenir, beaucoup de la discussion et des échanges que j'ai avec mes collaborateurs, avec mes clients, avec les familles, parce qu'il y a plein de trucs à aller chercher. Là-dessus, tu viens d'utiliser le mot courage. Je considère qu'il doit être commun à tout et toute entrepreneur. C'est vraiment la base pour moi. C'est vraiment, on ne sait pas de quoi est fait demain, donc il faut être courageux. Mais alors, dans l'industrie du funéraire, je pense que encore plus. J'aimerais savoir, dans ta mission, au quotidien, c'est tes clients, c'est tes fournisseurs ou c'est tes employés que tu serves? L'humain, il est où là-dedans? Je te dirais, il est à tous les niveaux. Alors, il est plus proche quand mes collaborateurs et collaboratrices, que je les vois au quotidien. Mais il est vraiment dans tout ce que je mets en œuvre doit servir en fait à quelque chose. En fait. C'est ça qui est bien de mon métier aussi et du funéraire, c'est que tu ne fais pas rien pour rien. Tout ce que tu vas réaliser va se concrétiser. Si j'imagine la création d'une nouvelle marque, c'est que je pense qu'une famille en a besoin. Donc, il y a deux aspects. Un, c'est que ça va répondre à une problématique de famille qui, du coup, va mieux vivre son deuil. Donc, du coup, là, je suis heureux parce que j'ai accompli une des choses qui est importante pour moi, de dire, voilà, dans ce que le sentir utile. Et deux, il y a aussi un aspect économique parce que je suis aussi une entreprise. Je réponds à un besoin de demande par une offre qui est en face. Et donc, c'est là où tu peux à la fois vivre dans le monde, travailler dans le monde du funéraire et donc adresser le besoin, un besoin qui est quand même important et vital d'accompagner les familles dans le moment de la fin de la vie, et en même temps
avoir une entreprise qui crée de la valeur, du coup, qui est financière, et qui est utilisée à juste titre pour une bonne cause, quoi. Et comment on jongle entre une magnifique cause et en même temps par laquelle on va tous passer, quoi, traiter la mort, un des sujets dont les gens ne veulent pas parler forcément, et faire du cash. Est-ce qu'il n'y a pas des moments, est-ce que tu peux nous raconter, mais est-ce qu'il y a des moments où tu as dit ça là, je ne lésinerai pas sur la qualité, c'est trop important pour l'humain, pour l'empathie, etc. Malgré qu'on perde 2 heures, donc ça veut dire à la fin de l'année, tant de CA, qu'on marge moins, quoi. Alors, je le vois un petit peu différemment, moi, parce que il y a Ok. deux choses. C'est que on essaye effectivement d'apporter au marché quelque chose qui correspond aux besoins des familles. Donc après, on essaye de le valoriser comme tout produit à sa juste valeur pour permettre à l'entreprise de vivre. Si tu le vends en dessous de son prix d'achat, de son coût, ça ne marche pas. Pas un bon entrepreneur. Donc, voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc déjà, à un moment donné, c'est aussi pour ça que j'ai pas de tabou sur les prestations, les produits qu'on vend. C'est que ça ne peut pas marcher et on peut pas accompagner bien une famille si on ne vend pas au juste prix. Ok. Le prix qui permet effectivement à l'entreprise de vivre. Après, il faut savoir l'expliquer aux familles. Mais comme tout produit que quelqu'un achète, il faut savoir expliquer au consommateur final ce que tu achètes, ce que tu mets dedans, pour que du coup, ils comprennent que ok, ça vaut ce prix-là. Ouais, attends, vas-y, Voilà. continue. Donc ça, c'est le premier point. Ouais. Donc une fois que tu as fait ça, donc voilà, du coup, tu as bien accompagné, il se peut qu'il y ait un produit qui marche plus que d'autres. Et donc du coup, tu génères plus de marge, à la fois parce que la marge est bonne, mais aussi parce que tu fais plus de volume. Et là, moi, il y a un point sur lequel je suis extrêmement attaché au sein de mon entreprise, c'est la partage de la valeur. C'est-à-dire que la valeur que l'on crée, je veux qu'elle soit toujours redescendue auprès de mes collaborateurs. Donc, Sous quelle forme? Alors, ça peut se traduire sous plein d'autres formes. Alors, il y a un élément qui est essentiel, qui est le pouvoir d'achat. Ok. C'est le matin du voilà. Je considère que c'est mon rôle de maintenir leur pouvoir d'achat ou de leur permettre effectivement de gagner plus. Donc c'est du salaire là dont tu parles? Tu parles de salaire, Clairement, alors ça peut se traduire sous plein de manières différentes, de primes, de oui, ou des l'intéressement, intérêts, mais on parle pas d'actionnariat là encore. Alors, on ne parle pas d'actionnariat aujourd'hui. Ok. Donc ça, c'est important pour moi à un moment donné, et je te donne l'exemple, il y a 2 ans, on avait fait une bonne année, et chez nous, on a mis en place l'intéressement d'entreprise, et du coup, on a doublé l'intéressement d'entreprise. Ok. Parce qu'on avait bien réussi. Bon, au final, on avait créé de la valeur qui nous permettait de couvrir nos coûts, de créer de la valeur supplémentaire pour nous permettre d'investir sur les années suivantes. Et ce qui était au-dessus, ce que moi j'appelle de la survaleur, plutôt que de le garder pour moi, je dis non, il n'est pas à moi, il a été construit, et il a été gagné par l'ensemble des collaborateurs, et on le redistribue. Parce que je trouve que c'est important que toute la chaîne de valeur bénéficie du travail, du bon travail qui est réalisé. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important pour moi. Quelle que soit l'industrie, on est d'accord pour toi. Ça, c'est ta vision de l'entrepreneuriat. Ça rejoint la vision de l'entreprise. C'est que je pense que je l'aurais fait n'importe où. C'est que je considère qu'à un moment donné, la valeur que tu crées, il faut qu'elle couvre, je te dis, ce que tu as besoin pour faire vivre l'entreprise. Après, ce que tu as besoin pour innover. Parce que si tu n'innoves pas, en fait, à un moment donné, tes concurrents vont te dépasser. Donc, il faut continuellement innover. Donc, ça a un coût. Et après, ce que tu as au-dessus, tu n'en as pas besoin, à moins de le laisser... de le placer. Mais là, je préfère effectivement le redonner à mes collaborateurs. Si je peux le refaire une autre année, je n'hésiterai pas à le faire parce que c'est important. Alors après, j'ai un autre petit rêve, on a un peu évoqué, c'est l'actionnariat salarial. Oui, aujourd'hui, moi, je suis le premier actionnaire du groupe. J'ai intégré récemment, effectivement, mon comité de direction. Et ma prochaine étape, c'est que j'aimerais que mes collaborateurs fassent partie de l'actionnariat de l'entreprise parce que je considère qu'une entreprise doit appartenir à ses collaborateurs. Je trouve qu'il n'y a pas plus belle récompense que de côté collaborateur, dire que je travaille pour une entreprise et la valeur que je crée, on va me la redonner ou je vais pouvoir la récupérer d'une manière ou d'une autre. Et ça, je trouve que c'est... Alors après, il faut que ça se mette en place. Bien sûr. Il y a des mécanismes. Et là, on parle de la technicité d'entreprise qui n'est pas toujours si évidente. Mais globalement, j'irai là-dessus dans les 3 à 5 ans qui arrivent, ça c'est sûr. Ça me fait trop rire parce que moi je dis on parle de capitalisme, alors redistribuer la valeur c'est très social et au final l'entrepreneuriat peut pour moi compiler les deux. Je voudrais revenir sur une petite chose, tu parles d'actionnariat. Je me souviens quand on avait fait School de prépa puis on est rapidement passé sur tes 17 premières années et on va revenir, je voudrais que tu me parles de ce déclic entrepreneurial, mais juste avant ça, tu as dit une phrase, tu as dit que à chaque fois tu as toujours tout réinvesti dans tes projets. Donc ça veut dire que tu es monté quand même en actionnariat sur certaines boîtes. Je spoil, mais monsieur a eu
T'as eu quoi 3-4 fois le job de président des boîtes dans lesquelles t'as... Non, mais je trouve ça trop drôle. Voilà, de directeur général, oui. Oui, en fait, quand tu entreprends, moi, je suis parti, j'avais 20 000 euros, hein, donc j'ai commencé à investir 20-30 000 euros. Alors, on m'a donné l'opportunité d'investir en 2010 dans une entreprise, donc j'étais associé ultra minoritaire. Je devais avoir 0, C'est 10 ans avant que tu crées le groupe. Hein. de 2%. Mais, et après, chaque année, j'ai réinvesti. La plus-value que j'ai fait, j'ai réinvesti 100%. J'ai jamais fait, comme on parle des fois en termes financiers, de cash out. C'est-à-dire que j'ai pas jamais. J'ai tout réinvesti parce que déjà, j'avais envie de créer mon entreprise qui m'appartienne à moi. Donc, en fait, c'est des petits pas. Hein. On parle du petit poussé qui pose ses... Mais c'est pas au petit. C'est pareil, en fait, tu mets à chaque fois une pierre, puis une deuxième pierre, puis une troisième pierre. Cet argent, c'était juste pour mener à bien ton rêve qui était d'avoir ton entreprise plutôt que de t'enrichir? Oui, parce qu'en fait, moi, ce qui me fait rêver, c'est pas. Alors, je vais être transparent, je gagne bien ma vie, je veux pas. Dire le contraire serait accessoirement mentir, mais en fait, ton rêve, moi, c'était d'avoir mon entreprise, de la vivre comme j'en ai envie, de vivre mon quotidien comme je le souhaite. Parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Après, il y a une conséquence, c'est que si ça réussit, oui, tu gagnes bien ta vie, et ça, c'est une conséquence. Mais j'y suis jamais allé pour me dire je vais être ultra riche, etc. C'est pas ça qui m'a animé. J'ai toujours bien vécu. Voilà, j'ai eu la chance d'être dans une famille bien. Voilà, on n'était pas riche comme Crésus, mais bien vivre. Mais du coup, j'ai jamais manqué de rien. Mais globalement, voilà, j'avais quand même moi envie de créer. Et c'est pour ça que j'ai investi une première fois. Puis après, quand j'ai dû réinvestir, j'ai tout réinvesti ce que j'avais gagné sans jamais en sortir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu as eu des collègues pendant... Là, on parle de 2010-2020 environ, c'est ça. Hein. Je rappelle, 2017, c'est GPG Granit, mais 1 an plus tard, 2018-2019, le groupe 2019, je crois. Alors, le groupe, c'est l'année dernière, c'est à peu près il y a un an, 2024, mais 2017. Non, le rachat, pardon. Excuse-moi. En gros, pour moi, la date à laquje deviens réellement entrepreneur. Alors, c'est 2022, mais ça a pris 2 ans, mais voilà. Et avant, avec le rachat de GPG. Je suis sûr et certain, bon, tu as peut-être des noms, peut-être pas, mais tu as vu des collègues comme toi dans la même position à des moments donnés. Et eux, ils préfèrent garder leur salaire. Est-ce que tu conseilles, et plutôt que de réinvestir, même de monter au capital, et puis après de reprendre tout cet argent, le remettre dans un autre projet, etc. Est-ce que tu considères que, ok, tu as pris 17 ans pour dérisquer ton grand saut dans l'entrepreneuriat, mais alors toute ta gestion, même financière avant, et je dis ça encore une fois parce que je suis sûr et certain que tu avais un très bon salaire et qu'un jour, tu as dit je vais racheter l'entreprise, donc je vais me mettre dans le rouge pour me remettre dans le vert plus tard, plus gros. Je veux comprendre là-dessus, est-ce que c'est une prise de risque pour toi? Prendre de l'actionnariat plutôt que de cash out? Prise de risque, alors je dors très bien. Ok. J'ai pas de problème avec ça. Tu t'es pas dit, il y a un monde dans lequel je perds tout mon argent là. Tu t'es pas dit, j'ai jamais dit. Alors moi, je vais être transparent. J'ai pas de problème à tout perdre. Si tu joues, faut accepter de tout perdre. Ok. Tu peux pas, en fait, quand tu es entrepreneur, ça peut ne pas marcher, en fait. Donc, moi, c'est ma conviction en tant qu'entrepreneur, c'est que tu investis financièrement parce que c'est la seule clé qui existe pour dire que tu es entrepreneur aujourd'hui. Voilà, parce qu'à un moment donné, tu investis ton argent. Donc, moi, j'ai réinvesti toujours ce que j'avais, les plus-values que j'avais fait sans jamais effectivement sortir d'argent. Mais il y a une chose que je sais, c'est que il se peut que je perde tout. Et tu es serein avec ça? Oui. Est-ce que tu es serein parce que le chemin qui était de réaliser ton rêve est plus important que la finalité, c'est-à-dire que ton rêve te rapporte de l'argent? Oui, je sais pas. Enfin, je suis heureux parce que je vis ce que j'ai toujours souhaité faire en termes de vie professionnelle. Donc après, l'argent est une conséquence. Okay. Après, je suis quelqu'un de prudent, je suis pas non plus. Non, mais voilà. Mais globalement, j'en fais pas la finalité absolue. La finalité, pour moi, elle était dans ma vision de ce que je voulais que mon entreprise soit, la vision de ce que je voulais faire en tant que dirigeant d'entreprise et comment je vis mon rôle de dirigeant, qui est pour moi ni plus ni moins qu'un collaborateur avec une fiche de poste différente. Donc, c'est ni plus ni moins. Mais ça, c'est ce que je voulais faire. Donc après, oui, il faut mettre de l'argent parce qu'à un moment donné, j'ai pas le choix. On est dans un monde qui est très financiarisé, donc les règles, c'est pas moi qui les définis non plus. Mais j'en fais pas une finalité en soi. C'est pas ça qui va me dicter. Moi, ce qui va me dicter, c'est là, j'ai Seven, on a 8 marques. J'ai envie aujourd'hui d'aller encore plus loin. Okay. On s'est bien positionné. On est un acteur majeur, voire leader en France. J'ai une autre ambition, elle est désormais européenne.
Et j'ai qu'une envie, c'est de devenir un acteur européen de référence dans le post-mortem. Parce que ça m'anime, ça m'éclate. C'est ce qui fait que je suis un bâtisseur constant et que je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui. Mais c'est plutôt ça qui va m'animer, de dire comment je vais faire pour désormais amener Seven de là où il est aujourd'hui, acteur qui pèse 35 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 100 collaborateurs, essentiellement en France, pour devenir une société, une ETI, dans 3 à 5 ans, voire 7 ans, avec peut-être 200 collaborateurs, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et le leader du post-mortem en Europe. En Europe, c'est hyper intéressant parce que je voulais en parler, mais tu en parles donc cette ambition qui arrive par la suite. Moi, je considère que tu as réalisé ton rêve, c'était avoir ta boîte, la stabiliser, faire du cash, embaucher, tripler ou plus le nombre de personnes que tu embauches. Quintupler même, je crois, de 18 à 100. C'est quoi la limite? Là, tu me parles de l'Europe, tu parles d'une ETI. Si on se refait ce podcast dans 3 ans, est-ce que tu peux m'avouer que tu seras déjà en train de penser bon, je sais pas si il y a un gap entre ETI et CAC 40, mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce que cette évolution, cette ambition, pardon, elle évolue au fur et à mesure que tu valides des victoires et que tu te rends compte que ton rêve, ok, c'est pas une finalité, c'est un état d'esprit plutôt. Oui, alors je peux encore imaginer plus loin. Après, à un moment donné, un entrepreneur, il doit être pragmatique. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ce qu'il rêve et ce qu'il doit faire pour réussir. Donc là, maintenant, je me projette à 5 ans. Et ce qui est amusant dans ce que tu dis, c'est que j'ai expliqué à mes collaborateurs récemment ce que j'appelle la temporalité dans une entreprise. Okay. Et la différence qu'il y a entre le temps, enfin, quand je parle de temporalité, c'est le temps au sens qui passe, entre un collaborateur, un responsable de service, un directeur et un président. Quand tu es collaborateur, tu te lèves le matin, tu penses à ce que tu vas faire dans la journée. Pas plus ni moins. Donc ta temporalité, c'est le jour, c'est la journée. Quand tu es un responsable de service, tu as des indicateurs de performance sur le mois. Et donc, ta temporalité, c'est le mois. C'est-à-dire, quels sont les ingrédients que je dois mettre en œuvre pour atteindre mes objectifs mensuels. Donc, toi, tu es un responsable de service. Ensuite, tu as le directeur, celui qui est membre du comité de direction, qui, lui, doit construire une feuille de route à 12 mois parce qu'on construit un budget annuel qui est accessoirement calé sur, généralement, l'année fiscale parce qu'on va essayer d'atteindre un budget. Donc, lui, la temporalité du directeur membre du comité de direction, c'est l'année. Et ensuite, tu as le président, qui est moi-même. Moi, ma temporalité, c'est dans 5 ans. Ah, donc, ok, j'ai cru que tu allais me dire, il n'y a pas de limite. Ok, non, 5 ans. Okay. Dans 5 ans. Donc là, on se parle, mais moi, je suis déjà en 2030. Eh bien, je te propose de terminer cette interview. En fait, on a un peu croqué le temps, fidèle à mon habitude, avec des petites des petites questions rapides. Ok? D'accord. Ok. Dans 5 ans, vous faites l'ETI qui vaut 100 millions de CA. Tu avais dit 80, moi, je te donne 100 millions. Tu serais prêt à revendre? Il ne faut jamais dire jamais sur le côté entrepreneur parce que peut-être qu'il y a des choses, des opportunités qui seront à saisir. Okay. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu vendes, c'est qu'est-ce que tu veux que ton entreprise devienne. Si tu considères que l'acteur qui va racheter est fidèle à tes convictions personnelles, je n'ai pas de problème à vendre. Parce que derrière, j'ai encore 30 ans de ma vie à vivre et je veux les vivre sereinement. Et on te souhaite plus d'ailleurs, parce que tu m'as dit que tu n'avais même pas 50 ans. Donc ouais, je suis 30 ans, 40 ans. Allez, avec les progrès de la médecine. Deuxième question, sans cette rencontre avec cette personne qui a pris peut-être ce rôle de mentor, mais en tout cas qui t'a donné ce déclic, qui a dit tu es un bâtisseur, est-ce que tu seras entrepreneur aujourd'hui? C'est une bonne question. Je pense que c'est très difficile comme question. En tout cas, j'ai eu la chance de rencontrer cette personne-là parce que il y a 2 personnes que je remercierai dans ma vie professionnelle. Cette personne qui est mon mentor, parce que c'est la première personne qui m'a permis d'investir mes premiers 20 000 euros dans une entreprise. Donc, à jamais, je pourrais lui remercier parce qu'il m'a permis d'être, pour une première fois, entrepreneur, même si c'était un tout petit. Et la deuxième personne, c'est celle qui m'a vendu son entreprise, GPG Granit, parce qu'à un moment donné, il faut bien une entreprise pour réaliser ton rêve. Et sans cette personne-là, je n'aurais pas pu le réaliser. Et j'espère qu'ils nous entendent, parce que c'est quand même cool comme dédicace. Est-ce que racheter une boîte, c'est beaucoup plus simple que trouver l'idée et construire de zéro? Moi, j'aurais jamais pu créer de zéro. J'ai pas l'âme. Je peux construire autour d'un projet, mais je suis pas un créateur de zéro. C'est pas ce que je suis. Donc moi, je pourrais pas créer une boîte de zéro.
Et je t'avoue que j'envie un peu les personnes qui ont créé leur boîte de zéro et qui ont réussi, parce que c'est quelque chose que je ne saurais jamais faire. Tu ne sais pas le faire et tu les envies jusqu'au jour où tu le feras, parce que je suis assez convaincu. C'est pour ça que je te titille. On a parlé de bâtisseur au début. Ah Moi, ouais, je l'ai ma ouais, question depuis le départ. Je suis en mode reprenariat ou entrepreneuriat. On s'en fout. Vous avez, vous deux, fait 99% de la suite qui est exécutée. L'idée doit te porter. Mais moi, je te le dis, même si je suis pas là pour ça, c'est sûr et certain que si demain, quelqu'un te dit ton idée, elle est ouf, bah, tu fais comme dans le funéraire. Tu rentres, t'apprends en prenant des cafés, et au bout d'un Oui. moment, tu dis, bon, bah, je suis pas si fou. Attends, j'enchaîne parce que j'ai plein d'autres questions. Est-ce que c'est plus facile en France d'être riche en étant salarié, en faisant carrière, ou en étant entrepreneur? Le salariat ou l'actionnariat? J'ai jamais fait alors, jamais fait l'obsession de mon salaire un objectif. Donc, Mais tu as touché les deux. j'ai toujours su que, par exemple, je n'étais pas toujours le mieux payé de mon entreprise et ça m'a jamais dérangé. Donc, je ne peux pas te répondre beaucoup mieux que ça. C'est que je pense que tu peux très bien réussir en tant que salarié et de faire de l'intrapreneurial. Et tu peux très bien réussir en étant entrepreneur, dirigeant d'entreprise en faisant de l'entrepreneurial. Parce qu'il y a l'intra et l'entrepreneurial. Ce n'est pas tout à fait pareil. Est-ce que selon toi, l'entrepreneuriat et le reprenariat sont assez connus en France de nos étudiants et des perspectives de professionnels? Est-ce qu'on en parle assez? Non, on vend trop on vend trop du rêve irréaliste. Des rêves irréalistes. Je pense que. Avec des putains de podcasts. Ne mets pas Non, dedans, non, s'il non, te pas plaît. ça. Non, non, je te mets pas dedans. Mais je pense qu'il y a. Mais on voit de qui on parle, t'inquiète. Ouais, je pense que j'entends beaucoup de jeunes qui disent je veux devenir entrepreneur, je veux créer. Et moi, c'est souvent le conseil que je leur dis quand je te dis j'ai mis 17 ans pour atteindre mon rêve. Prends ton temps, en fait. Va voir à côté, va vivre une expérience professionnelle dans une entreprise, pars à l'étranger, rencontre du monde. Parce que être entrepreneur, c'est avant tout des relations humaines, quoi. Donc, à 22 ans, je suis désolé, tu n'as pas vécu assez pour pouvoir comprendre la relation entre les gens, tout ce qu'il y a. Il y a des choses qui vont te choquer, il y a des choses que tu vas apprécier. En fait, tout ça, c'est ça son magazine. Mais, et donc, voilà. Ça ne veut pas dire que certains ne réussissent pas à 22 ans. Mais... J'allais dire, peut-on être, pas à 22 ans, c'est pas ça ma question, peut-on être entrepreneur, tech ou non, si les relations humaines n'est pas forcément ce qui nous plaît? Oh, bon, il a sûrement dû réussir dans ce sens-là. Mais dans ta définition, bon entrepreneur, j'ai peut-être oublié l'adjectif. Steve Jobs, je ne pense pas que l'humain était sa première priorité et pourtant il a très bien réussi, quoi. Et il est adoubé par beaucoup d'humains aujourd'hui. Il aurait sûrement parti en burn-out avec sous sa direction. C'est assez incroyable. Ça. Donc voilà. Donc moi je pense que l'humain il est indispensable. Tu crées pas quelque chose tout seul. Tu as besoin de personnes à côté, toi, voilà, parce que c'est un métier qui est très difficile et voilà, tout seul c'est dur, je pense. Je voulais te la reposer, mais on l'a déjà posée au début. Merde, mais est-ce que tu donnerais une date limite sur la réalisation d'un rêve à quelqu'un? Non, parce que tu peux très bien entreprendre à 55 ans. Ah, moi, je pense plus la timeline, les 17 ans d'attente avant d'arriver à ça. Ah, une limite? Ah non. Non, non. Non, il faut juste garder un rêve en soi et avancer vers ça tout en étant ouvert au fur et à mesure. Alors je vais nuancer un peu. Je pense qu'il faut le faire si au fond de toi, tu as toujours eu la conviction que c'est quelque chose que tu voulais faire et vraiment. Et pas en fait la conséquence de en fait, j'ai plus envie de travailler dans cette boîte, ça me saoule, j'ai envie de changer. Bah tiens, allez, je vais créer ma boîte ou je vais reprendre une boîte. En fait, là, tu y vas par dépit et pas parce que tu es un véritable entrepreneur dans l'âme. Il faut de la conviction pour toi. Tu es entrepreneur dans l'âme. C'est pas un métier que tu apprends comme ça. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Mais la conviction, dis-moi si je me trompe, peut être née sous la contrainte aussi. Oui, peut-être. La contrainte d'avoir un problème, d'être dans une situation qui ne nous plaît pas et donc se surpasser. Se surpasser. Après, voilà. Mais je pense que même ces personnes-là, au fond d'eux, sont des entrepreneurs. Il y avait quelque chose d'entrepreneurial. Et peut-être qu'ils l'exerçaient avant de manière intrapreneuriale dans leur entreprise. Mais en fait, ils avaient déjà les ingrédients. Est-ce que l'entrepreneuriat est antinomique avec notre sport national en France? Se plaindre. Alors, moi, je suis très anglo-saxon dans l'âme. C'est marrant parce que je suis français, je suis né à Clermont-Ferrand. Trash talk sur nous, vas-y. Et en fait, moi, je suis hyper positif. En fait, je considère que rien n'est impossible. Et donc, c'est comme ça que je vis, c'est comme ça que... Et je me dis toujours, et je fais souvent cite une expression, enfin une
citation de Nelson Mandela qui dit, alors je vais essayer de ne pas me tromper, qui dit rien n'est impossible jusqu'à ce que je le fasse. Très joli. Et je l'avais cité auprès de mes collaborateurs lors d'une présentation. Et je la trouvais très bonne parce que, oui, donc tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir si c'est impossible. Donc vas-y, tente. Puis après, tu verras bien. Ils ont tous applaudi, mais c'était plus pour doubler la prime d'intéressement, je pense. C'était pour ça. Je sais pas, c'est ma dernière question. Et d'ailleurs, non, je veux juste mettre une parenthèse. Moi, je suis français, j'adore me plaindre. Et en fait, je crois que c'est bien de se plaindre. La différence, c'est que l'entrepreneur, il agit plutôt qu'il se plaint et qu'il rejette la faute sur les autres, je trouve. Mais il faut se plaindre pour voir il faut être critique, je pense, mais être positif aussi. Dernière question. On va rester sur une note un peu positive. Est-ce que t'as pas une petite anecdote à nous partager sur des petites dingueries qui s'est passées lors d'obsèques? Un truc qui est drôle, s'il te plaît, quoi. Alors, c'est toujours... en fait, chaque personne vit son deuil de manière différente. C'est la fin de la vie. Tu n'as pas de règles préétablies. Il y en a qui vont être très dans l'émotion, donc voilà, ont besoin de pleurer, de se ressortir effectivement, et que ce soit vis-à-vis de tes grands-parents, de tes parents, ou même si c'est le décès d'un enfant. Il n'y a pas de règles à proprement parler. Il y a d'autres qui ont besoin en fait que ce soit une fête, sourire, etc. Et si on compare les rites funéraires dans les différentes religions ou les différents pays, on s'aperçoit que tout le monde... C'est totalement différent. Il y en a, c'est des fêtes, il y en a, c'est faut pleurer. Donc, il n'y a pas de bien ou de pas bien. Moi, il y en a une un jour qui m'a marqué pour une famille qu'on a accompagnée. C'était un monument funéraire. Alors, je suppose que la personne qui est décédée adorait les jeux vidéo. Du coup, il nous a demandé de créer un monument funéraire comme une PlayStation. Donc exactement la forme d'une PlayStation avec les manettes et tout ça qui était en forme d'accessoire. Et sur la stèle, il a marqué Game Over. Alors, j'ai trouvé ça m'a fait des grands yeux. L'humour noir, l'humour grinçant. Et je pense que cette personne-là s'est reconnue, ou la famille s'est reconnue. Et je pense que c'est le plus important. C'est que chacun doit se reconnaître dans ce moment-là, la fin de la vie. Et comme je te dis, voilà, il n'y a pas de règles. Ah bah tu peux être triste. Tu me donnes trop d'inspi là. Moi, je sais que mes obsèques, ça commencera par salut à toutes et tous, c'est Yacine. Voilà, on va se dire que c'est un podcast. Mais il faut, mais en fait, et c'est ce qui est le plus important, c'est que comme tu le vis qu'une seule fois à ce moment-là, j'ai beaucoup insisté là-dessus parce que c'est important. Bien sûr. Tu as envie de te souvenir de quelque chose qui t'a marqué vis-à-vis du défunt. Et ça aide pour passer le deuil, ce moment qui est accessoirement pas facile. Et donc, si tu as besoin de rigoler, ris. Si tu as besoin de pleurer, pleure. Si tu as besoin de faire un événement un peu particulier, fais-le. Mais voilà, il n'y a pas de tabou où le regard des autres, on s'en moque en fait. Ce qui est important, c'est ce que la personne ressent. Et c'est là encore plus où j'ai presque envie de dire dédicace, mais à toutes les personnes qui bossent dans ton industrie, où tu te rends compte qu'une cérémonie doit être très personnelle. Et c'est hyper dur quand tu connais pas des gens qui t'accompagnent dans un moment horrible, je pense, d'être capable d'exprimer qui tu es. Je voulais te poser une question, on ne va pas avoir le temps, mais j'aurais bien voulu parler un peu plus philosophiquement de l'empathie versus la sympathie dans ce genre d'industrie. Mais on va en parler juste après en off, toi et moi. Un grand merci. Moi, je termine en disant un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Bon, j'espère que cet épisode vous marquera pas autant qu'un décès ou que votre mariage, je vous le souhaite. Mais en tout cas, qui vous inspirera. Voilà. Peu importe l'industrie, il y a toujours un créneau à prendre. Un grand merci, Alexis. Merci, Yacine. Ça va, c'était cool. T'as pris du plaisir. C'est parfait. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi. Je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.